Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lecture commentée du chapitre 4 de la classe de 6e concernant les mélanges aqueux. Donc petite introduction, sur cette chaîne YouTube j'ai délibérément désactivé toute monétisation des vidéos. Donc vous pouvez cliquer tout à fait librement dessus, vous abonner à la chaîne, activer les notifications, ce qui vous permettra d'être informé en temps réel des mises à jour de cette chaîne. Sans aucune crainte, je ne touche pas un centime sur les visionnages. Ces vidéos, je les fais pour vous, pas pour moi. Voilà, il faut que les choses soient claires dès le départ. Donc cette introduction faite, on commence et je vais donc afficher le chapitre 4. Voilà, ça devrait arriver. Voilà. Chapitre 4, mélanges aqueux. Alors, dans mélanges aqueux, il y a deux mots qu'il faut qu'on définisse, mélange et aqueux. Alors, dans un mélange, il y a plusieurs constituants. Plusieurs, ça veut dire au moins deux. Évidemment, nous, on va s'intéresser aux mélanges, entre guillemets, les plus simples, et ces mélanges les plus simples contiennent deux constituants. Mais il existe des mélanges beaucoup plus complexes que cela, qui contiennent un très très grand nombre de constituants. Je pense au pétrole, par exemple, qui contient plusieurs milliers de constituants différents. Mais il est évident que ce sont des mélanges beaucoup plus complexes et que donc, nous, on va s'intéresser prioritairement aux mélanges les plus simples dans un premier temps. Donc voilà, on a défini ce que c'est qu'un mélange, et par opposition à ce qu'on appelle un mélange, il y a ce qu'on appelle un corps pur. Et bien dans un corps pur, il n'y a qu'un constituant. Et donc s'il n'y a qu'un constituant, ce n'est pas un mélange. Voilà, pour le premier mot, voilà ce que c'est qu'un mélange. Ensuite, deuxième mot, aqueux. Alors aqueux, ça vient du latin aqua, qui signifie eau tout simplement. Et donc dans un mélange aqueux, eh bien l'eau est l'un des constituants, tout simplement. Et à votre programme, en fait, il n'y a que les mélanges aqueux. Alors il existe des mélanges qui ne sont pas des mélanges aqueux. Si je reprends l'exemple du pétrole tout à l'heure, dans le pétrole il n'y a pas d'eau. Ce qui est globalement une bonne nouvelle parce que s'il y avait de l'eau dans l'essence qu'on met dans les réservoirs des voitures de vos parents, leur moteur rouillerait quand même extrêmement rapidement, ce qui serait quand même assez dommage. Voilà. Donc non, dans l'essence ou dans le pétrole, il n'y a pas d'eau, et c'est tant mieux parce que ce serait très gênant pour un certain nombre de choses. Voilà pour la petite introduction et la définition des mots qu'on va utiliser. Alors, il existe deux grands types de mélanges. Les mélanges, ce qu'on appelle les mélanges homogènes. Alors dans les mélanges homogènes, on ne peut pas distinguer les constituants de ce mélange à l'œil nu. C'est l'exemple de ce qu'on appelle en cuisine l'eau salée. Une fois que vous avez bien mélangé le sel, vous ne pouvez plus distinguer l'eau et le sel. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on prend du sel et qu'on le met dans de l'eau? Eh bien, les grains de sel se dissocient en particules de très très petite taille qui ne sont plus visibles à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle je précise bien qu'on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Parce que dans un certain nombre de cas, si on prenait un microscope un petit peu puissant, on ne pourrait pas forcément faire la même remarque. Donc c'est important de préciser que c'est à l'œil nu. Alors, à la cuisine, on parle d'eau salée, tout simplement. Quand vous faites chauffer de l'eau salée pour faire cuire des pâtes ou du riz, voilà, on parle d'eau salée. Au laboratoire, on n'a pas tout à fait le même vocabulaire. On parle de solution aqueuse de sel. Et on ne parle de solution aqueuse de sel que lorsque le mélange est homogène. D'accord? Donc, quand on ne peut pas distinguer les constituants à l'œil nu. Autre cas de mélange homogène, un mélange d'eau et de sirop. Une fois que vous avez bien mélangé l'eau et le sirop, vous ne pouvez plus à l'œil nu distinguer l'eau et le sirop, donc c'est un mélange homogène. Donc ça c'est un premier type de mélange, les mélanges homogènes. Et second type de mélange, les mélanges hétérogènes. À ce moment-là, contrairement aux mélanges homogènes, on peut distinguer leurs constituants à l'œil nu. C'est l'exemple de l'eau et de l'huile. Vous savez que l'eau et l'huile ne se mélangent pas et que lorsque
on met ensemble de l'eau et de l'huile, eh bien on a d'un côté l'eau et de l'autre l'huile. Il n'y a pas, voilà. Et donc on peut distinguer les deux constituants, et de ce fait, c'est un mélange hétérogène. L'autre exemple, c'est un mélange d'eau et de sable. Voilà, le sable ne se dissout pas dans l'eau, et donc le mélange d'eau et de sable est un mélange hétérogène parce qu'on peut distinguer l'eau et le sable à l'œil nu après mélange. Alors vous avez quelques schémas au-dessous, on a fait des tests, hein, et donc dans un certain nombre de cas on a des mélanges homogènes, dans d'autres des mélanges hétérogènes. Par exemple, si je prends les schémas de gauche, le mélange d'eau et de vinaigre donne un mélange homogène, alors que le mélange d'eau et d'huile donne un mélange hétérogène. Alors petit rappel, la densité de l'huile est très proche de celle du pétrole, c'est environ 0,8, hein, suivant l'huile, si c'est du tournesol, du colza, etc. Et donc environ 0,8, la densité de l'eau, vous la connaissez, hein, on l'a vu dans le chapitre précédent, c'est 1. Et donc effectivement, l'eau étant plus dense que l'huile, on la retrouve au-dessous de l'huile. Hein, ça doit vous rappeler des choses. Le mélange d'eau et de sirop est un mélange homogène, on vient d'en parler, et le mélange d'eau et de white spirit est un mélange hétérogène. Alors le white spirit, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'était un diluant pour peinture, parce qu'aujourd'hui ça ne s'utilise plus. Hein, on ne trouve pratiquement plus que des peintures acryliques, donc on n'utilise plus le white spirit comme diluant pour peinture, mais voilà, c'est un solvant qui ne se mélange pas à l'eau et qui est moins dense que l'eau, donc on retrouve au-dessus de l'eau. Autre exemple, cette fois avec des mélanges d'eau et de solide. Donc l'eau et le sucre, ça forme un mélange homogène, tandis que l'eau et le sable et l'eau et la craie forment des mélanges hétérogènes. Et vous voyez bien que dans le cas du sable comme dans le cas de la craie, on peut, après mélange, continuer à distinguer l'eau et le sable ou l'eau et la craie, alors que dans le cas de l'eau et le sucre, ce n'est pas le cas. Alors, on va s'intéresser aux méthodes de séparation des mélanges, parce que ça c'est un grand défi pour les chimistes, c'est d'être capable, quand on a un mélange, de séparer ce mélange, autrement dit, de récupérer séparément chacun des constituants. Séparer, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire récupérer indépendamment l'un de l'autre chacun des constituants du mélange. Et c'est pas toujours quelque chose de simple. Et on va commencer par les mélanges hétérogènes. Et donc l'une des premières méthodes qu'on peut utiliser pour séparer les mélanges hétérogènes, c'est la filtration. La filtration, eh bien, on va prendre un Erlenmeyer, tout simplement parce que ça permet aisément de faire tenir un entonnoir dessus. À l'intérieur de l'entonnoir, on va placer un filtre et on va mettre notre mélange hétérogène, par exemple d'eau et de sable. Et dans le filtre, on va récupérer le sable et au-dessous, on va récupérer ce qu'on appelle le filtrat, donc le résultat d'une filtration, et on va récupérer l'eau tout simplement. Donc c'est une méthode de séparation relativement simple. Et donc une filtration permet de séparer les mélanges hétérogènes dont un des constituants est solide. Alors attention, vous pourrez toujours essayer de séparer un mélange d'eau et d'huile par cette méthode, vous n'y parviendrez pas. Hein. Cette méthode n'est fonctionnelle que lorsque l'un des constituants est solide. Seconde méthode, ce qu'on appelle la décantation. Alors la décantation, eh bien quand vous avez un mélange de liquide et de solide, eh bien lorsqu'on attend, le solide la plupart du temps est plus dense que le liquide et donc le solide va tomber au fond. C'est le cas par exemple quand on a un mélange d'eau et de sable. Si vous agitez bien, vous avez des petits grains de sable partout et en attendant, une fois qu'on a attendu un certain temps, eh bien le sable se retrouve au fond et le liquide est au-dessus. Et ça permet de séparer ces deux mélanges puisqu'on peut récupérer avec une pompe par exemple le liquide qui est au-dessus, hein, le liquide qui surnage, et il ne restera plus à ce moment-là que le solide au fond. On dit que le solide a décanté. Décanté, ça veut dire qu'il est tombé au fond. Voilà. Donc ça permet c'est une autre méthode qui permet de séparer un mélange de solide et de liquide. Hein. La filtration le permet, mais la décantation également. Et dans le cas de mélange de liquide, on va utiliser un appareil qu'on appelle une ampoule à décanter. Alors, pourquoi on appelle ça ampoule? C'est tout simplement parce que ça a une forme un petit peu d'ampoule, un petit peu comme ce que vous pouvez avoir dans sur une ampoule qui est claire, hein, donc comme la forme ressemble un peu, on lui a donné ce nom-là.
Et donc, quand on a un mélange de deux liquides, vous vous souvenez qu'on a dit, par exemple, dans le cas du mélange d'eau et d'huile, l'huile est moins dense que l'eau, donc on va retrouver l'huile au-dessus, l'eau au-dessous. Et donc, à la base de l'ampoule à décanter, ici, on a un petit robinet qui est représenté en rouge et blanc, et qui nous permet de laisser passer le liquide ou pas. Donc on va prendre un premier récipient, ouvrir le robinet, on va récupérer dans un premier temps le liquide le plus dense, ce qui dans notre cas est l'eau, ce qu'on appelle également la phase inférieure. Phase inférieure, ça veut dire tout simplement c'est le liquide qui est au-dessous. Et phase supérieure, c'est le liquide qui est au-dessus. Eh bien, dans un premier temps, on va récupérer le liquide le plus dense. Quand on arrive à la limite entre les deux, on referme le robinet, on change de bécher, on prend un deuxième bécher, et à ce moment-là, on récupère après le liquide le moins dense, la phase supérieure, l'huile. Seconde technique de séparation des mélanges hétérogènes, décantation, filtration. Alors, j'ai bien dit, ce sont des méthodes de séparation des mélanges hétérogènes. N'essayez pas de séparer un mélange homogène par cette méthode-là, vous n'y parviendrez pas. Vous pouvez toujours essayer de filtrer de l'eau avec du sirop, vous ne récupérerez pas le sirop dans le filtre, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez toujours essayer de filtrer de l'eau salée, une solution aqueuse de sel, vous ne récupérerez pas le sel dans le filtre, ça ne fonctionne pas. De la même manière, vous ne ferez jamais décanter un mélange une solution aqueuse de sel. Le sel ne retombera jamais au fond, sauf si la solution est saturée. Ça, vous pouvez reprendre le chapitre précédent à ce sujet. Mais si la solution n'est pas saturée, vous n'obtiendrez jamais une décantation du sel. Le sel restera dissous dans l'eau. Donc ces méthodes de séparation ne fonctionnent pas avec les mélanges homogènes. À présent, méthode de séparation des mélanges homogènes. Alors on va prendre un exemple qui est celui de la solution aqueuse de sel, de l'eau salée. Eh bien, on peut tout simplement mettre cette eau salée dans un récipient, une coupelle avec une épaisseur pas trop élevée, patienter et l'eau va s'évaporer naturellement et on va retrouver un dépôt de sel, des cristaux de sel au fond du récipient. Alors il faut être un peu patient, hein, c'est pas instantané. On peut également chauffer, ça accélère un peu les choses, mais peu importe, même d'une manière naturelle sans chauffer, cela fonctionne. Et donc à ce moment-là, on récupère le sel. Par contre, lors d'une évaporation, eh bien, on ne peut pas récupérer l'eau. C'est l'inconvénient parce qu'on pourrait tout à fait imaginer d'utiliser cette méthode tout simplement pour adoucir de l'eau de mer et en faire de l'eau qu'on puisse consommer. Eh bien, comme on ne peut pas récupérer l'eau de cette manière, ce n'est pas possible. Donc vous verrez dans les années suivantes qu'il existe d'autres méthodes qui permettent ce genre de choses. Et dernier point, le cas de la transformation chimique. Alors, il arrive, je dis bien il arrive, que lorsqu'on mélange deux substances, il se passe des choses non prévues. Vous avez ici un exemple sur cette photographie. On a pris un morceau de craie et sur ce morceau de craie, on a mis du vinaigre. Et ce que vous observez, c'est des petites bulles qui se forment à la base de la craie. Alors ces petites bulles, on parle d'effervescence. Alors c'est un mot que vous connaissez, hein, puisque vous avez tous vu un comprimé de médicaments effervescents réagir dans l'eau. Hein. On a ces bulles qui se forment. Et ces bulles prouvent qu'un gaz se forme. Ce gaz, il n'était pas là avant. Donc vous voyez qu'on a une nouvelle substance qui apparaît. En l'occurrence un gaz, mais peu importe. On a une nouvelle substance qui apparaît. Et ça, c'est un phénomène nouveau par rapport aux autres mélanges qu'on a vus jusqu'à présent. Les mélanges, quand on mélangeait de l'eau et du sel, ou de l'eau et de l'huile, on n'avait pas apparition d'une nouvelle substance. On conservait toujours de l'eau et du sel. Alors la forme n'était pas exactement la même, mais on conservait toujours de l'eau et du sel d'un côté, ou alors de l'eau et de l'huile. Mais on n'avait pas création de nouvelles substances. Et là, il se forme quelque chose de nouveau. Et donc, c'est ce qu'on appelle une transformation chimique. Alors, les transformations chimiques sont très très utiles. On les utilise par exemple pour fabriquer des médicaments. Hein. On parle beaucoup en ce moment de médicaments, hein, évidemment. Et donc, pour fabriquer des médicaments, on utilise une succession de transformations chimiques qui permettent
à la fin de produire la substance qui va nous permettre d'être soignés. Donc ces transformations chimiques sont très utiles et elles sont très étudiées depuis de nombreuses années par les chimistes. Le vrai problème, c'est que quand on réalise des mélanges, si on ne sait pas exactement ce que l'on fait, on prend des risques. Parce que autant les transformations chimiques utilisées pour produire des médicaments sont sans danger, puisqu'elles produisent quelque chose qui nous soigne, autant il est possible que les substances qui se forment soient toxiques pour l'homme. Et ça, c'est quand même extrêmement gênant. Dans le cas que je vous ai présenté, le mélange de craie et de vinaigre, le gaz qui se forme, c'est du dioxyde de carbone, du gaz carbonique. Donc c'est un gaz qui ne présente aucun danger pour l'homme, hein, donc c'est absolument pas gênant. Par contre, il y a d'autres transformations chimiques qui, elles, produisent des choses beaucoup plus gênantes. Et ce sont des transformations chimiques qui peuvent avoir lieu dans votre environnement immédiat. Par exemple, je pourrais citer un mélange d'eau de javel et de produits pour laver la vaisselle. Alors, certaines personnes, à tort, pensent que l'eau de javel serait plus efficace si on la mélangeait avec du produit pour laver la vaisselle. Très mauvaise idée parce que le produit pour laver la vaisselle et l'eau de javel vont réagir ensemble et former une nouvelle substance, un gaz en l'occurrence, qu'on appelle le chlore. Alors rien à voir avec le chlore qu'on met dans les piscines, hein, je vous rassure. Et donc on parle en fait, le nom officiel c'est ce qu'on appelle le dichlore, mais peu importe. Et ce gaz est extrêmement toxique, il a le mauvais goût de brûler les poumons. Et quand on a les poumons brûlés, généralement ça se finit pas très bien parce que pour respirer ça devient compliqué. Donc attention, on ne fait pas n'importe quel mélange sans prendre de précautions et sans avoir une idée quand même tout à fait précise de ce qui va se passer. Parce que sinon on risque de mauvaises surprises et des surprises désagréables au point que on peut en décéder. Et c'est le cas de ce produit ménager, l'eau de javel, qui est quand même particulièrement dangereux. Il faut prendre de grandes précautions avant de l'utiliser. Voilà ce que je voulais vous dire concernant ce chapitre. J'espère que cela vous a intéressé. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche jean-christophe.keringer@collège-nazareth-boisenon.com. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt.